La communication du ministère de la Santé publique se trouvera désormais améliorée davantage, ce à travers la restitution du plan stratégique national intégré de communication en santé. L'examen de la situation sociopolitique du pays, objet d'une déclaration rendue publique cet après-midi même par le Bureau politique national du Mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara. Voilà pour les titres, messieurs, dames. Bonsoir et bienvenue à ce 19h45 sur la télévision Labari. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres. Aujourd'hui, s'est déroulé au sein du ministère de la Santé publique la restitution du plan stratégique national intégré de communication santé, un plan qui vise à l'amélioration de la communication de ce ministère. Le compte rendu est signé Cheibou Guisso et Ali Sissé Ibrahim. La communication est un outil de développement. Aucune institution ne peut progresser sans un plan de communication qui puisse lui permettre de se faire connaître à l'interne comme à l'externe. Ainsi, ayant compris l'importance de la communication, le ministère de la Santé publique a mis en place un plan stratégique de communication intégré en santé avec l'appui de la coopération espagnole dont le consul Ignacio Victorica donne ici les contours. C'est dans ce cadre que la coopération espagnole au Niger va appuyer le ministère de la Santé publique pour atteindre l'un des résultats proposés dans les plans de développement économique et social PDS 2012-2015 pour son programme de gestion de la santé, c'est-à-dire l'élaboration d'un plan national de communication en santé en mettant un accent spécifique sur la communication pour le changement de comportement. Madame, Monsieur, cette assistance technique menée par la direction des archives de l'information, de la documentation, des relations publiques du ministère vise l'élaboration du plan stratégique de communication intégré en santé pour le ministère de la Santé publique du Niger. Aspect essentiel dont le consensus général est acquis pour considérer l'amélioration des indicateurs sanitaires basés sur l'harmonisation et la coordination des messages transmis tant à l'interne qu'à l'externe de l'institution. Pour sa part, le directeur de cabinet du ministère de la Santé, Alzouma Issifi, de prendre la parole pour relever l'utilité que comporte l'application d'un plan de communication dans son ministère. Il s'agit d'un document qui se veut un cadre de référence pour tous les intervenants en matière de communication en santé à travers notre pays. La mise en œuvre de ce plan stratégique contribuerait sans nul doute à l'atteinte des objectifs du PDS 2016-2020 et c'est de la politique de santé 2016-2035. Je voudrais particulièrement insister sur l'importance et l'impérieuse nécessité de la collaboration entre notre département ministériel et tous les acteurs qui utilisent la communication dans le domaine de la santé. En effet, face à l'importance de la communication, une collaboration active et efficace s'impose entre tous les acteurs. C'est d'ailleurs cela le vœu ardent de son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence, M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement. Ensuite, ce fut au tour du docteur Madougou Barao de présenter à l'assistance le contenu du plan de communication pour le compte du ministère de la Santé. Un plan qui a permis de dégager les forces et les faiblesses de la communication au sein du ministère en vue d'une amélioration continue de celle-ci. Le bureau politique national du Mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara était en conclave cet après-midi même à son siège. Il s'est agi pour ce grand babab de la politique nigérienne de se pencher sur la situation socio-politique actuelle du pays. Une déclaration a sanctionné la rencontre des bureaux politiques nationaux du MNSD Nassara. Le résumé de cette déclaration avec nos reporters Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. C'est à l'unanimité que les membres du bureau politique du Mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara se retrouvent pour se pencher sur la situation sociopolitique du pays. Ainsi, le MNSD Nassara a procédé au décryptage du dernier message à la nation du président de la République, notamment dans son aspect portant sur l'affaire dite de tentative de coup d'État. Une affaire dont le commentaire a coûté la liberté à certains leaders de l'opposition, principalement militants du MNSD. Des commentaires faits par les milliers de citoyens au sujet du message à la nation du 17 décembre 2015, message au demeurant démagogique, parce qu'occultant les véritables préoccupations des Nigériens, le gouvernement a interpellé certains militants de l'opposition, dont Ibrahim Hamidou, secrétaire général adjoint du bureau politique national du MNSD Nassara, et Doudou Rahama, membre du bureau politique national du CDS Rahama,
au motif, entre autres, qu'ils ont attenté au moral de l'armée. De même, Sani Bala Dansani, coordinateur du MNSD Nassara de Maradi, Yacouba Labo et Seydou Maman de la section de Maradi sont également détenus par la police pour des raisons encore inconnues. Au regard de cette situation, le bureau politique national du MNSD Nassara condamne fermement toute accession au pouvoir par un coup d'État militaire. 2. Exige la libération immédiate de nos camarades arrêtés. 3. Fustige le coup d'État civil que Issou Mamadou et ses acolytes sont en train de préparer contre la République. 4. Condamne la trituration du fichier électoral et l'instrumentalisation de certaines institutions intervenant dans le processus électoral. En conséquence, le MNSD Nassara en appelle à tous les démocrates sincères à une mobilisation sans faille pour faire barrage à Issou Mamadou et son gouvernement. Qu'ils sachent que le MNSD Nassara et l'opposition toute entière n'accepteront jamais des élections qui ne soient pas crédibles, sincères, justes et inclusives et qui ne soient pas organisées sur la base d'un fichier électoral fiable et consensuel. Occasion pour le mouvement national de la société de développement de lancer un vibrant appel à l'ensemble de ses militants en vue d'une mobilisation sans faille pour assurer au parti des victoires éclatantes à toutes les échéances électorales à venir. Justement, puisque nous y sommes, restons toujours au même registre politique avec ce communiqué de presse des militants des partis membres de l'ARDR de Maradi résidant à Niamey, lequel communiqué est ainsi libellé. Nous, militants de l'ARDR de Maradi, constatons l'arrestation à Maradi ainsi que la déportation Nutama et l'incarcération à Niamey de notre camarade Sani Bala Dansani, coordonnateur du MNSD Nassara de Maradi, le samedi 19 décembre 2015. Ainsi que deux des autres camarades, Yacouba Labo et Seydou Mamandi Chago. Nous déplorons en particulier qu'en ce moment, nos camarades soient non seulement interdits de visite, mais que même leurs avocats ne puissent accéder à eux. Poursuit le même communiqué, nous constatons que cette arrestation intervient quelques jours avant la présentation du programme du candidat du MNSD Nassara, son Excellence Elhadji Seni Umaru à Maradi, et sont persuadés que cette arrestation est liée à cet événement majeur du parti. Aussi, l'ARDR dénonce ces tentatives d'intimidation de ses militants par des méthodes d'une autre époque qui caractérisent la gouvernance Gouri et exige la libération sans condition de leurs camarades Sani Bala Dansani, Yacouba Labo et Seydou Maman Di Chago, fait à Niamey le 23 décembre 2015, le coordonnateur de la région de Maradi, M. Ali Sabo. Politique toujours, depuis quelque temps, le sieur Amadou Mamoudou dit Hamapati est accusé d'être à la base des défections des militants du PNDS Tareya du 4e arrondissement de la ville de Niamey et ce au profit du moderne FA Lumana. Face à cette situation, l'intéressé, c'est-à-dire Hamapati, a animé un point de presse pour se laver de tout soupçon. Le point avec nos reporters Ibrahim Abdou et Mamoudou Saleh. Le paysage politique au niveau de la capitale a été très mouvementé en cette fin d'année 2015, particulièrement dans le 4e arrondissement, avec des défections de militants du Parti Rose au rang desquels des conseillers municipaux. Ces derniers, sur fond de tapage médiatique, disent rejoindre avec leurs bases respectives le moderne FA Lumana. Des malaises au sein du PNDS Niamey 4 que certains détracteurs attribuent à un grand militant du parti de Bazoum Mohamed qui donne ainsi sa version des faits. Je n'ai jamais pensé à ça. Ma position qui m'avait même amené au PNDS, parce que je sais qui est ici fou et je sais ici veut travailler le pays. Voilà pourquoi j'avais soutenu le président de la République. Et je reste ferme sur cette décision aujourd'hui et demain. Mais si la personne va aller dire ce qu'il veut, quant à moi, peu importe. Mais c'est tout à fait normal. Mon nom, ça devient comme la viande. Tu es obligé de mettre ça dans ta sauce. Voilà ce qui s'est passé. Les gens qui sont en train de financer l'argent dans notre commune, je suis au courant de tout ce qui se passe. Et ils pensaient que à cause de ça, ils peuvent avoir la commune et leurs députés.
Ossier Hama Mamoudou dit Hama Paté de poursuivre son intervention en réitérant son appartenance aujourd'hui plus que jamais au PNDS Tareya. Nous avons soutenu le président de la République à 100%. Il suffit de avoir cette commune à 100%. À l'époque, nous avons un député, plus un maire. Et cette fois-ci, nous allons avoir 2 députés. J'ai dit ça haute voix. 2 députés. Vous allez avoir 2 députés. Parce que dans les tendances politiques, la commune 4 a 2 députés. Donc cette fois-ci, nous allons avoir 2 députés. D'accord. Donc les rumeurs, c'est des rumeurs. Non, ça c'est des montages. C'est des montages. Tout ce qui se passe là, c'est des montages. Des propos qui se veulent très rassurants et mettront sans nul doute du baume au cœur des leaders du PNDS Tareya, sachant qu'ils peuvent toujours compter sur le très populaire et grand mobilisateur des masses du 4e arrondissement de Niamey. Hama Paté qui coupe ainsi court à toute autre supputation. La suite de ce journal, mais sur tout autre registre avec les 8 présidents régionaux du Conseil national de la jeunesse qui ont animé un point de presse cet après-midi même au centre de cette sortie médiatique de ces membres du Conseil national de la jeunesse en fin de mandat d'éclairer l'opinion de la volonté du bureau de renouveler le Conseil. Le résumé de ce point de presse avec nos reporters Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. C'est par une correspondance 0281-P-CNJ-2014 que le président du Conseil national de la jeunesse avait informé le ministre de la Jeunesse et des Sports de l'expiration du mandat du bureau exécutif national du Conseil le 21 avril 2014. 3 jours seulement après, le ministre de la Jeunesse et des Sports, à travers la correspondance 00447-MJS-SG-DGJ du 24 avril 2014, que le ministre demanda au Conseil national de gérer les affaires courantes en attendant que les réformes soient apportées au texte du Conseil. Il s'est trouvé qu'à partir du 21 avril de l'année dernière, 2014, le Conseil national de la jeunesse est arrivé au terme de son mandat, un mandat de 3 ans. Nous avions écrit au ministre de la Jeunesse et des Sports le même 21 avril pour lui demander à ce que les instances du Conseil national de la jeunesse soient renouvelées. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis que le Conseil national de la jeunesse s'est installé, il n'y a jamais eu de texte qui déterminait le fonctionnement et l'organisation de cette organisation. Il fallait coûte que coûte trouver en tout cas une voie de sortie. Il fallait coûte que coûte doter cette organisation des textes qui vont régir sa vie. Chose qui a été faite et le mois dernier, le Conseil des ministres a adopté ces décrets. Et un arrêté ministériel, ça ne suffit. C'est vraiment une prouesse. Moi, je crois qu'au lieu d'inciter le Conseil national de la jeunesse, normalement, c'est une organisation où c'est des membres qui devraient être applaudis parce qu'ils ont eu à faire une chose que cette organisation n'a jamais connue. Le bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse en fin de mandat reste tout de même ouvert pour les dialogues en vue de défendre les intérêts de la jeunesse nigérienne en général. Que ce soit les membres actuels du Conseil national de la jeunesse ou d'autres qui vont venir après, la cause est pratiquement la même. On doit défendre les mêmes idéaux. Tout compte fait, on est là pour la jeunesse, on doit travailler. Pour la jeunesse, nous sommes jeunes, on n'a pas le choix. Pour être honnête avec vous, il y a des jeunes qui aspirent à autre chose, mais qui sont aujourd'hui bloqués du fait qu'ils soient toujours membres du Conseil national de la jeunesse. Et il ne faut pas aussi que ce soit un problème purement local, parce que c'est seulement au niveau de Niamey que les gens sont en train de se chamailler pour rien. Au même titre des autres régions du pays, Niamey dispose du même nombre de délégués. Ce n'est pas bon de s'insulter, ce n'est pas bon de se faire la guerre pour rien. Je crois que nous, au Conseil national de la jeunesse, on est prêt à échanger avec toute personne souhaitant le faire. Installé le 21 avril 2011, le bureau sortant du Conseil national de la jeunesse a passé 2 mandats avec à sa tête le président Aliou Oumarou. Notez le début également ce matin au Palais des Congrès des travaux de l'atelier national sur les pratiques innovantes et promoteuses en matière d'inclusion du handicap, une initiative du CBM, cette organisation internationale chrétienne de développement. Le point dans ce compte rendu de la rédaction. La tenue de cet atelier national de partage trouve toute sa justification car au Niger, comme dans beaucoup de pays du monde,
Les défis de l'inclusion du handicap dépassent largement les capacités d'une ou même plusieurs organisations. Cet atelier qui s'appréciera sur les acquis et les défis liés à la problématique de l'inclusion du handicap au Niger constitue pour nous le top départ pour des ODD inclusifs. Il s'agira surtout de plaider et agir en faveur de l'accessibilité, la participation et l'inclusion des personnes handicapées. À la différence des OMD, les ODD font référence aux personnes handicapées au terme d'intenses plaidoyers des différents acteurs. Vos actions de développement et d'urgence qui incluent les personnes handicapées sont donc pleinement justifiées à tous les niveaux. Cet atelier est donc une opportunité au regard de la poursuite de ces objectifs. L'objectif assigné à cet atelier est de partager vos expériences en matière d'inclusion du handicap. Et vous allez alors identifier des pratiques innovantes qui sont porteuses d'espoir pour ces groupes vulnérables. Vous allez également débattre des droits des personnes handicapées. Et vu qu'il y a beaucoup d'instruments nationaux et internationaux sur lesquels nous pourrions nous baser pour faire la promotion des droits des personnes handicapées, cela va faciliter leur inclusion. Il s'agit, entre autres, de la Charte humanitaire, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des objectifs du développement durable et la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Autant d'actions qui cadrent avec la vision de CBM, cette ONG internationale chrétienne du développement. La vision de CBM est de contribuer à bâtir un monde dans lequel toutes les personnes handicapées sont pleinement issues et incluses juste de l'ensemble de leurs droits humains et mettent en œuvre tout leur potentiel. Présente au Niger depuis une trentaine d'années à travers les partenaires, CBM a officiellement ouvert son bureau en janvier 2011. Les actions que mène CBM et ses partenaires au profit des communautés de sa zone d'intervention s'alignent évidemment sur sa vision, mais aussi aux politiques et stratégies nationales en matière de lutte contre la pauvreté chez les groupes vulnérables en général et chez les personnes handicapées en particulier. Chants, sketchs et remises de cadeaux et témoignages de satisfaction officielle ont constitué des moments assez émouvants de la cérémonie. La compagnie de téléphonie Move Niger a quant à elle organisé ce matin une caravane. La caravane est dite commerciale. Celle-ci vise essentiellement à faire la promotion des produits et services de la société Move Niger. Le point avec nos caravaniers circonstanciels Nasser Dantofo et Sadoudoumi. Être plus proche de sa clientèle en leur proposant les produits et services de leur société, c'est la mission que s'est donnée cette caravane commerciale Move Niger. Des produits divers et variés à moindre coût sont proposés aux clients comme le pack Move avec ses avantages et un bonus de 200% à partir d'une recharge de 200 francs CFA et cela est possible tous les mardis. C'est une caravane d'envergure qui s'inscrit dans le prolongement des opérations de Move de proximité. Donc tout d'abord c'est pour souhaiter une bonne et heureuse année à l'ensemble de la clientèle Move, une année pleine de succès, de prospérité à l'ensemble de la clientèle. Deuxièmement, c'est pour réitérer notre engagement d'être tout près des clients et de leur offrir plus de gratuité, de générosité et de montrer que Move est prêt encore de faire plus pour les clientèles et nous sommes déterminés à faire ça aussi en 2016. Partout où elle a passé, de la place Toumo au quartier Ayopora en passant par le quartier Wadata, la caravane Move Niger ne peut que satisfaire sa clientèle avec ses produits vivement appréciés. L'initiative, c'est vraiment encourager les utilisateurs. Moi, je vois que vraiment ce qu'ils sont en train de faire, c'est très bon. Même pour acheter, les individus, les personnes, si vous devez dire, ne savent pas où on vend ça. Maintenant, on est en train de faire une caravane pour vendre et puis faire des promotions. Vraiment, je vois que vraiment Move est en train de se rapprocher à la population, au moins pour faire sa propre sensibilisation. On est très content, on est satisfait de l'initiative. 100% de bonus, c'est bon. Comme les autres réseaux n'ont pas ça, on vous remercie de ça. Merci beaucoup. Chaque vendredi, les clients Move peuvent bénéficier d'un bonus de 100% tout réseau et cela à partir d'une recharge de 100 francs CFA seulement. Pour ainsi dire, Move bonus communiqué nos limites avec le jour de bonus. Move, no limit.
Sans transition, l'actualité internationale à présent. Son histoire a fait le tour du monde il y a 2 ans presque. Un Salvadorien a été retrouvé vivant après avoir dérivé en plein océan Pacifique pendant 14 mois. Robinson Crusoe est d'état moderne, pensait-on jusque-là, mais problème, il n'avait peut-être pas dit toute la vérité. Les images. L'avocat du survivant salvadorien n'en croit pas ses oreilles. Son client est accusé d'avoir dévoré l'homme qui partageait son calvaire. Comment voulez-vous que l'on traite cette affaire? Ils étaient 2, au beau milieu de l'océan Pacifique. Comment puis-je prouver que l'un n'a pas mangé l'autre? Il y a 3 ans de ça. Fin 2012, Jorge et Ezequiel entament une dérive de 13 000 km à bord d'une frêle chaloupe. Les 2 timoniers piochent dans le garde-manger qui les entoure, mais Ezequiel choisit un poisson contaminé. Jorge finira par jeter à la mer le corps sans vie de son compagnon. Secouru 1 an plus tard, celui qui buvait son urine semble toujours solidement bâti. Des experts se posent alors des questions sur cette absence de carence. Convalescent, Jorge refuse de témoigner. Le temps pour les proches du défunt de passer à l'attaque. Jorge a mangé Ezequiel pour survivre, disent-ils. Ils réclament $1 million. Je le répète, c'est illogique, ridicule et absurde. Je vais vous le dire clairement. Ce qui a motivé les plaignants à intenter cette action en justice, c'est la possibilité de gagner beaucoup d'argent facilement. Mascarade ou sordide affaire de cannibalisme, la justice devra trancher. 3 ans après le viol et le meurtre d'une étudiante dans un bus de New Delhi, l'affaire continue de scandaliser et d'indigner toute l'Inde, car la justice a décidé de libérer l'un des violeurs. Le récit avec Stéphane Leroyer. Dimanche, la décision de la Cour suprême ne passe pas. Ce lundi encore, à New Delhi, de nombreux manifestants ont à nouveau dénoncé la décision de la justice indienne de ne pas renvoyer en prison un homme qui participa à un viol collectif en 2012, au motif qu'il était mineur à l'époque des faits et qu'il a effectué sa peine. Une justice incompréhensible pour les parents des victimes. Monsieur Modi est notre Premier ministre et j'ai juste une question pour lui. Si on ignore un cas comme celui de ma fille, alors à quel meurtre, quel viol faudra-t-il assister pour que la loi change et que justice soit rendue pour les femmes? En décembre 2012, la fille de Asha Devi a 23 ans. Jyoti est étudiante en kinésithérapie. Ce soir-là, elle a passé la soirée au cinéma avec son ami. Le couple est agressé par 6 hommes qui vont violer la jeune femme et la mutiler. L'homme qui a été libéré par la Cour suprême indienne était le plus jeune à l'époque. Il avait 17 ans. Jeté sur les bords de la route, Jyoti mourra 15 jours plus tard d'une hémorragie interne dans un hôpital de Singapour. Le plus triste, c'est qu'aujourd'hui, la Cour suprême a dit que les jeunes de cet âge peuvent faire ce qu'ils veulent et qu'ils resteront impunis. La loi indienne ne permet pas de communiquer l'identité des victimes. La semaine dernière, les parents de Jyoti ont justement demandé que le nom de leur fille soit révélé sur la place publique pour dénoncer cet horrible silence dans lequel l'Inde se dresse. Point final de cette édition, d'avoir su bien nous accompagner. Merci. Très bonne suite en compagnie de nos programmes à la télévision Labari avec cette même passion de vous servir. Au revoir.